Liban, l'amour possible, chapitre 13. Le bruit léger du gravier contre sa fenêtre réveilla Lamia au milieu d'un rêve compliqué, et elle ne se souvint pas tout de suite de ce que ce bruit signifiait pour elle. La nuit était encore très noire, et les étoiles brillaient avec éclat au-dessus de la crête sombre des montagnes. Puis tout lui revint lentement à l'esprit. Samy était parti monter la garde, mais pourquoi diable revenait-il au milieu de la nuit? Elle sauta à bas du lit, s'enveloppa de sa robe de chambre et se dirigea en tâtonnant vers la porte d'entrée. À peine le verrou tiré, ce fut comme si Samy était projeté à l'intérieur, en même temps qu'une bouffée d'air froid. Samy, chuchota-t-elle, qu'est-ce que tu as? Pourquoi reviens-tu et dans ta tenue de soldat? Et pourquoi au milieu de la nuit? Il se tint raide quelques instants, puis tomba dans ses bras, étouffant ses sanglots et s'accrochant à elle. Samy, arrête, grand-papa va t'entendre. Viens dans ma chambre, tu me raconteras ce qui est arrivé. Elle le poussa dans son lit et il enfouit son visage dans l'oreiller. Lamia s'assit au bord, l'entourant de ses bras et le consolant comme un petit enfant. Après tout, songea-t-elle, il n'a que 12 ans. C'est la guerre qui fait de lui un homme à 12 ans, la guerre seule. Et peu à peu, il cessa de grelotter et se tourna sur le dos. Alors, phrase après phrase, elle réussit à lui arracher toute l'histoire. C'est Farid, Lamia, murmura-t-il. Il est peut-être mort. Il était étendu par terre et il criait, il criait. Farid, il est plus jeune que toi. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La réponse fut ponctuée de reniflements et de hoquets. Il faisait froid. Nous nous sommes mis à courir de long en large, lui à son poste de veille et moi au mien. Puis nous nous sommes rencontrés dans le village et nous avons commencé à jouer un peu en pointant nos fusils l'un vers l'autre. Brusquement, un chien est arrivé en courant et en aboyant, et il nous a fait peur. Je crois que Farid a appuyé sur la gâchette et le coup est parti, mais pas en avant, autrement j'aurais été tué. Il est parti en l'air, mais il y a eu comme un retour en arrière, dans sa figure, et Farid est tombé par terre en poussant des cris. Et il continuait à crier, il couvrait sa figure avec ses bras, mais je ne voyais rien. Où est-il maintenant? Les autres l'ont entendu et sont arrivés, puis ils ont couru chercher son père. Il est venu et l'a transporté chez lui. Farid criait toujours. Il disait qu'il ne voyait plus clair. Lamia, crois-tu qu'il est aveugle? Je ne sais pas, mais de toute façon, ce n'est pas ta faute, Samy. Je vais aller te préparer quelque chose de chaud à boire et je resterai près de toi jusqu'à ce que tu sois endormi. Puis, je monterai jusqu'à la maison de Farid pour avoir des nouvelles. Elle se glissa dans la cuisine et lui fit chauffer une tasse de lait de chèvre. Il but avec avidité, replia ses bras sur sa tête et s'endormit presque aussitôt. Lamia resta assise auprès de lui pendant un long moment, les yeux fixés sur le visage fiévreux, tout barbouillé de larmes, un sentiment de sérénité étrange au fond d'elle-même et certaine de faire ce que sa mère aurait fait. Pour la première fois depuis sa mort, elle prenait sa place et devenait pour ses enfants traumatisés dans le monde dur de la guerre une sorte de refuge. Un peu plus tard, elle se glissa dans le lit de Samy, dans un coin de la salle de séjour, et s'endormit aussitôt. Mais pas pour longtemps, car grand-père partait au champ de bonne heure et elle se réveilla peu après le lever du soleil. Elle s'habilla à la hâte, jeta un coup d'œil à Samy et, sitôt qu'elle fut hors de la maison, elle entra dans un univers scintillant de brume dorée et de rosée brillante. Elle courut jusqu'en haut de la rue déserte et frappa doucement à la porte de la maison de Farid. Sa mère, le visage blême, mangé par
d'énormes yeux sombres, ouvrit presque immédiatement. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle précipitamment, en portant la main à sa bouche. « Je suis venue simplement pour demander comment va Farid. Mon frère a vu l'accident. » La femme se détendit un peu. Oui, ils jouaient ensemble avec leurs maudits fusils. Mais Dieu, que nous est-il arrivé que nous donnions des fusils à des enfants? Entrez. C'était une pauvre petite maison et les plus jeunes dormaient encore sur des matelas dans la salle. Lamia s'assit, attendit et au bout de quelques instants, la femme se mit à parler d'une voix sans timbre. Son père est avec lui à l'hôpital. Les militaires sont venus le chercher en voiture. Il croit qu'il restera aveugle, mon fils aîné. Comment vivrons-nous et que fera-t-il, un enfant aveugle? C'est vrai, il est encore un enfant, murmura Lamia, pensant avec un frisson à son frère Sami. J'ai vraiment beaucoup de peine pour Farid. Pour vous tous, ajouta-t-elle, dans un élan sincère de sympathie et de pitié. Puis peu après, elle se leva pour partir, parce qu'elle n'avait rien d'autre à dire. La lumière du soleil qui se levait par-dessus les sommets et dispersait la brume était presque éblouissante lorsqu'elle sortit de la maison, et elle se demanda ce que l'on ressent lorsqu'on est aveugle, et que jamais plus on ne verra la lumière du matin. Soudain, avec un furtif contentement, elle songea à Kamal qui était peut-être devenu aveugle. Annie, son esprit va fatigué et vagabondé car elle avait très peu dormi. Peut-être était-ce simplement la beauté de cette matinée. Le souvenir d'Annie l'envahit comme un frais renouveau. Il lui sembla que sa joie venait jusqu'à elle, par-delà l'étendue troublée. Tout recommence, c'est comme si on naissait de nouveau. Reviens bientôt, Lamia. Elle savait qu'il ne fallait pas s'attarder car il y avait Moumi à habiller et tous les menus travaux à faire. Elle devrait aussi expliquer pourquoi elle et Sami avaient couché dans le lit l'un de l'autre et pourquoi Sami dormait encore. Mais elle réalisa tout à coup qu'il était impossible de rien cacher plus longtemps, car tout le monde irait rendre visite à la mère de Farid à cause de son malheur. D'ici une heure ou deux, tout le village connaîtrait l'histoire. Elle espérait seulement que grand-père ne battrait pas le pauvre Sami. Il en avait déjà vu assez. Alors elle rentra et raconta à ses grands-parents tout ce qui s'était passé, et mamie pleura et se lamenta. Mais le vieil homme ne se montra nullement surpris. Il inclina sa tête chauve et ses yeux brillants pétillèrent dans son visage ridé. Juste 12 ans, marmonna-t-il, et il garde le village. Rosa serait fière de son fils. Moi aussi d'ailleurs. La mienne n'était pas si sûre que sa mère aurait été de cet avis, mais elle était soulagée d'avoir mis les choses au clair. Elle vit du coin de l'œil son grand-père monter furtivement l'escalier pour aller contempler son héros de petit-fils, qui n'en finissait pas de dormir. La cloche du couvent sonna l'heure de la classe et mamie s'en alla au marché. Les enfants sortirent en récréation et poussèrent des cris joyeux dans la cour. Mais Samy dormait toujours. La grand-mère, tout à fait exceptionnellement, avait emmené Moumi pour que la maison soit tranquille. Et Lamia prit une pile de raccommodage et alla s'asseoir à côté de son frère. Mais bientôt ses mains retombèrent, inactives, et elle reprit le cours interrompu de ses pensées. C'est comme un recommencement, comme être né de nouveau. Reviens bientôt, Lamia. Que voulait-il dire? Comment pouvait-on recommencer après cet holocauste qui avait fait tant de morts et causé tant de malheurs? Elle regarda par la fenêtre. Le village égrenait ses maisons vers la vallée. Dans les jardins en terrasse pointaient déjà les jeunes pousses et les premières boursouflures vertes commençaient à apparaître sur le gris cendré des figuiers, aux branches encore dénudées. L'humus noirâtre et le terreau faisaient du sol une terre riche et fertile. Les débris des végétaux en décomposition au cours de l'hiver n'avaient pas été enlevés, car c'était de ce sol même
que la vie nouvelle tirait ses richesses. Au bout du compte, on en revenait toujours à la mort, semblait-il. À la fin de la vie et à son recommencement, Annie n'avait-il pas dit quelque chose de ce genre? La mort est la porte de la vie. Elle comprenait vaguement qu'il y avait là un message de grande importance, mais ses pensées confuses et décousues ne parvenaient pas à en découvrir tout le sens. Elle se rappela alors qu'Annie lui avait donné une Bible. Elle n'avait jamais lu la Bible, parce que les Bibles étaient conservées à l'Église et qu'on en remettait avec parcimonie qu'à certaines personnes. Tammy dormait encore profondément. La maison était calme et le raccommodage pas urgent. Elle alla sur la pointe des pieds jusqu'au placard et tira sa Bible, de dessous une pile de livres scolaires qu'elle avait remisés là. Elle n'avait pas encore pu se remettre à travailler car il y avait toujours tant à faire au village. Et de surcroît, elle sentait qu'elle ne parviendrait pas à se concentrer. Elle s'assit et trouva les passages marqués par Annie dans sa Bible. Et bientôt, les mots étranges l'absorbèrent. Le soleil entrait à flot par la fenêtre et enveloppait sa tête, penchée d'une chaleur douce et bienfaisante, sans qu'elle y prît garde. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nous, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Au fil de sa lecture, elle se voyait ailleurs, là-bas sur cette route déserte, à l'aube, debout près de la voiture sous un ciel couvert. Le beau gars à la face hilare épaulait son fusil. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle n'était pas morte, parce que sa mère était venue se mettre devant elle, les bras étendus, et elle était morte à sa place. Voilà pourquoi Lamia était vivante aujourd'hui. En pensée, elle se revoyait aussi un peu plus tard, avançant péniblement sous la pluie, ployant sous le poids de Moumi, ses pieds glissant dans la boue. Mais tout à coup, le poids avait été enlevé. Un homme avait pris Moumi et l'avait mis sur ses épaules. Alors elle s'était redressée, avait relevé la tête et vu resplendir l'arc-en-ciel sur la ville toute proche. Elle n'avait même jamais remercié cet homme parce qu'il avait disparu dans la foule. Mais grâce à lui, elle avait pu atteindre la cité. Elle regarda le petit crucifix de grand-mère accroché au mur, cette mort. Elle le savait maintenant sans pouvoir l'exprimer. Cette mort était pour elle comme une source de vie. Et ce corps brisé portait ses fardeaux pour qu'elle puisse avancer, libérée. Il me semble que je ne suis plus athée, pensa-t-elle vaguement. Mais elle n'avait aucune idée de ce que cela impliquait. Elle avait passé une nuit mouvementée et n'était pas d'humeur à approfondir ses pensées. Mais en cet instant, elle sut qu'elle n'était plus seule. L'amour de celui qui avait souffert, était mort et avait triomphé de la mort. Cet amour l'enveloppait. Cet amour soulevait son fardeau, s'occupait d'elle et veillait sur elle, comme elle-même veillait sur son jeune frère, inquiet et troublé, désireuse de le garder du mal, préparant son avenir. L'avenir, il n'y en avait eu aucun jusqu'à ce jour. Ils étaient tous dans une impasse, arrêtés, bloqués, mais peut-être que maintenant, on apercevait une issue. Elle se redressa et regarda par la fenêtre qui découpait un carré bleu dans le ciel et resplendissait de lumière étincelante. Peut-être était-il en route à travers la tempête vers l'arc-en-ciel et la cité brillante. Elle posa sa tête sur l'oreiller de Samy et s'assoupit, calme et apaisée. Mais bientôt Moumi, qui en avait assez de ce grand calme inhabituel et qui venait d'échapper à la surveillance de grand-mère, arrivait en haut de l'escalier, en meuglant comme les vaches qu'il avait vues au marché, et les réveilla toutes les deux.
La journée passa sans incident. Après le déjeuner, Lamia et Sami montèrent se joindre à la foule des visiteurs qui se pressaient dans la maison de Farid. Sami, le seul du village à s'être trouvé sur les lieux de l'accident, était questionné par tout le monde. Héros du jour ou scélérat de la pièce? Lamia ne savait trop. Le père de Farid n'était pas encore rentré, mais il avait fait savoir que l'enfant resterait aveugle. Et sa mère, en proie à un profond désespoir, demeurait indifférente au va-et-vient de la foule bruyante, venue l'assurer de sa sympathie. Samy répondait sans faillir à toutes les questions, mais lorsque, juste avant le coucher du soleil, ils prirent le chemin du retour, il fondit soudain en larmes et vomit dans le caniveau de la route. Lamia, debout près de lui, lui tint la tête jusqu'à ce qu'il ait fini. Quand ils repartirent, elle eut soudain le sentiment étrange et tout nouveau d'une force qui la dirigeait. « Ne t'inquiète pas, Samy, dit-elle, tu n'iras plus faire la sentinelle, du moins pas avant d'être grand. Nous allons retourner à la maison. On dit que tout est calme à présent et il faut que tu ailles à une vraie école de garçons. Je vais téléphoner à papa ce soir si je peux avoir la communication. » Samy la regarda avec reconnaissance. Il avait le visage verdâtre, le nez qui coulait. Lamia vit dans ses yeux ce même regard d'enfant perdu, cet air épouvanté qu'elle avait vu dans les yeux d'Amine le jour où il revenait de la fusillade près de l'église. Elle entoura de son bras les épaules de son jeune frère et le ramena ainsi à la maison, où il resta blotti près du feu jusqu'à l'heure du souper. Lamia descendit à la cabine téléphonique, mais la ville avait été si ravagée qu'il lui fut impossible d'obtenir la communication. Il n'y avait rien d'autre à faire qu'à essayer encore, puis à attendre une meilleure occasion et à rentrer chez les grands-parents. Il faisait nuit, mais un croissant de lune était suspendu au-dessus des sommets et Lamia marchait lentement. Depuis le matin, elle ne s'était pas retrouvée seule un instant, en face de cet amour tout nouveau qui l'enveloppait, la sollicitait, la guidait. Un amour qui semblait demander une réponse, mais comment y répondre et que faire? Elle ne le savait toujours pas. Demain, elle essaierait d'y voir plus clair, elle irait se confesser et dimanche, elle accompagnerait sa grand-mère à l'église. Elle continuerait aussi à lire la Bible d'Annie, mais tout cela lui paraissait très difficile à comprendre et obscur. Elle commença à dresser mentalement la liste de ce qu'elle aurait à confesser, puis, très vite, elle y renonça parce qu'elle ne voyait guère qu'un vrai péché. Et celui-là, elle n'avait aucune intention de le confesser, elle avait trop peur de ce qu'en dirait le prêtre. Le lendemain matin, elle commença par emporter sa Bible avec elle, là-haut sur la colline. Elle lut beaucoup de pages de l'histoire de Jésus et de son amour pour les hommes. Son cœur à elle, son cœur troublé, anxieux, en fut réchauffé, consolé, rasséréné, mais cependant pas encore interpellé personnellement. Il faisait un temps splendide, et au bout du village, les fleurs s'épanouissaient, les ruisselets bouillonnaient dans leurs lits, et des agnelets étaient nés. Cependant, par-delà les cèdres, la neige tenait encore sur les sommets, et il en serait ainsi jusqu'à la fin du printemps, malgré le soleil qui, patiemment, jour après jour, réchauffait la terre de ses rayons. Mais le temps viendrait où triompherait le printemps, la glace se fendrait et la neige fondue dévalerait en cascades, bondissantes en rivières abondantes. Mais pas encore, pas tout de suite.